Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui et de vous accueillir toutes et tous sur ce plateau. Nous sommes au siège de Generali et à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés qui a eu lieu le 20 juin dans le cadre de cette semaine particulière, Generali et sa fondation The Human Safety Net ont tenu à organiser ce webinaire sur un sujet qui est extrêmement important, quelle place pour les réfugiés sur le marché du travail en France. Je m'appelle Flavie Després, je suis journaliste et entrepreneur social. J'ai cofondé un média qui s'appelle Care News et nous allons être ensemble pendant 1h15 en compagnie de, les dames d'abord, Élise Gignoux, vous êtes présidente de The Human Safety France. Monsieur Khalil Benen, bonjour. Vous êtes conseiller emploi et formation professionnelle à la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Après, on dira DIER, ça sera un tout petit peu plus rapide. Benoît Hamon, vous êtes le directeur général de Singa. Et Raïs Achorbaji, vous êtes entrepreneur, vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Kaokab. Bienvenue à tous. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on prenne un temps pour aller à l'encontre des idées reçues, des chiffres parfois fantasmés et de tout ce qu'on ne sait pas sur les personnes réfugiées et leur relation à l'emploi. Monsieur Belen, si vous le voulez bien, je vais vous donner la parole en premier parce que, vu votre travail, puisque la DIER anime l'accueil des personnes réfugiées en France et les accompagne aussi sur des sujets tels que le logement ou justement l'emploi, et c'est là votre poste. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur les personnes réfugiées en France actuellement, combien ils sont et surtout, plus important, qui ils sont? Bonjour, tout d'abord merci à Generali, The Human Safety Net pour avoir invité la DIER. Ensuite, l'élément le plus important relatif aux réfugiés, donc bénéficiaires de la protection internationale, qu'on appellera réfugiés de manière plus simple, c'est que volumétriquement, c'est très faible. Si on regarde les flux annuels, on est sur 2021, on est autour de 50 000 personnes qui obtiennent le statut, donc avec une décision favorable de l'OFPRA et avec une décision favorable. Donc 50 000, c'est infime, c'est-à-dire que si on regarde par rapport, par exemple, au nombre de bénéficiaires du RSA en Seine-Saint-Denis, c'est la moitié. Voilà. Donc, et puis si on regarde, et ça c'est qu'une estimation, le nombre de personnes bénéficiaires de la protection internationale installées en France, on peut l'estimer autour de 500 000 depuis, donc en cumulé sur toutes les années. Donc on est sur une politique publique qui est d'un point de vue volume assez faible. Par contre, évidemment, l'enjeu il est majeur. D'abord un enjeu d'engagement internationaux. Je vais aller très vite, mais c'est la France a des engagements internationaux et donc se doit de les respecter. Donc un enjeu d'engagement international, un enjeu de politique publique d'intégration des personnes où le rôle de l'État et le rôle de la DIER, la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés, animée par le préfet Régnier, est de favoriser, de contribuer à la réussite de cette politique publique, parce qu'il est important, je crois, de dire que l'intégration des réfugiés, ça marche. C'est une politique qui est opérante. Ensuite, il y a un enjeu aussi, un enjeu humain, qui n'est pas le moindre, évidemment, parce que l'exil est quelque chose de cruel. Et c'est tout l'intérêt de cette politique publique, c'est que on a des gratifications quand on arrive à apporter des solutions, quand on arrive à apporter des réponses à des personnes en situation d'exil, aux réfugiés. Donc volumétriquement, les réfugiés, c'est relativement faible, mais les enjeux sont extrêmement forts. Alors par rapport au travail, je vais aller très vite sur les chiffres. Globalement,
les réfugiés, les bénéficiaires de la protection internationale sont sur le marché du travail, sont en activité, sont dans la population active, et on peut les 2/3, donc c'est une enquête ELIPA, vous pouvez vous y reporter. Les 2/3 donc sont en insertion professionnelle, donc veulent travailler. Les réfugiés veulent travailler, c'est leur première demande. Après, évidemment, hein, c'est une demande de bien vivre, de vivre tout simplement. Si on regarde de manière un petit peu plus précise, hein, 42% des réfugiés sont en emploi, 24% sont au chômage et 17% sont en études. Donc les réfugiés travaillent. Et globalement, ça renvoie aux questions que pour l'instant je ne développerai pas sur la question de l'immigration, le rôle de l'immigration. Et l'immigration, c'est évidemment, c'est d'abord le travail, quoi qu'il soit dit par ailleurs. Et voilà sur les quelques chiffres. On reviendra sur la question du travail puisqu'on a 1 heure pour aborder le sujet. Monsieur Belen, donc vous nous avez parlé de la volumétrie, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, s'il vous plaît, sur qui ils sont, enfin d'où ils viennent, et peut-être pas un portrait robot parce que c'est très difficile de faire des moyennes quand on parle d'humains, mais qu'on ait une image de qui ils sont. Globalement, donc en tendance, on peut dire que les réfugiés, donc c'est une question, est-ce que c'est une immigration nouvelle? Classiquement, l'immigration, c'était une immigration familiale, issue des aires anciennement colonies de la France, en tout cas liées à la France et francophones. Et plutôt, donc c'était des familles et des gens plutôt pas âgés, mais enfin avec déjà un parcours derrière eux. Par contre, les réfugiés, en tendance, c'est une personne seule, en tout cas en France, jeune, issue des aires plutôt anglophones. Donc il y a la question de la langue, la question du français, et peu ou pas scolarisé. Et avec une différence aussi, c'est la question du projet migratoire. Les personnes qui ont immigré, qui immigrent, traditionnellement, ont un projet migratoire, s'inscrivent en tout cas dans un cycle migratoire. Là, les réfugiés, c'est souvent c'est l'exil subi, forcé, avec une trajectoire pendant le temps d'exil qui est pendant le temps de voyage qui est extrêmement difficile. Donc il y a voilà, on peut dire ces distinctions-là. Hein, et sur les nationalités, pour aller très vite, c'est Afghanistan et Soudan pour aller relativement vite. Donc c'est des jeunes tout à fait vigoureux et valides qui ont traversé des affres assez difficiles, chose dont il faut toujours se souvenir, je crois. Merci, Monsieur Belen. Et pour parler d'emploi, une fois qu'ils sont accueillis ou arrivés en France, est-ce qu'ils font la même chose que dans leur pays d'origine? Ces 42% qui sont salariés, c'est quel type d'emploi? L'enjeu premier en tout cas un des enjeux importants pour les personnes exilées, c'est évidemment de trouver un emploi. En fait, c'est d'avoir une autonomie socio-économique. Après, il y a des débats sur comment on obtient cette autonomie socio-économique. Mais là, aujourd'hui, moi, je parle d'emploi. Et donc, ça, c'est un enjeu important. Il y a trois éléments concernant les réfugiés. Hein, c'est assez classique. C'est la langue, le logement et l'emploi. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme pour nous, avoir un logement, avoir un emploi, c'est essentiel. Et la manière d'avoir un logement, c'est d'avoir un emploi. Donc c'est une autonomie socio-économique. Et une des choses qui est très importante, et que ce soit sur l'immigration générale et sur la question de l'intégration des réfugiés, c'est encore plus fort, c'est la question du déclassement. Parce que ce sont des personnes qui ont, pas pour tous, hein, mais qui ont souvent un parcours, un vécu, et quand ils se retrouvent en France, ils sont dans une situation où ce qu'on leur propose, c'est évidemment les métiers en tension et les premiers niveaux de qualification des métiers en tension. Donc il y a cet enjeu-là de déclassement, et donc l'un des enjeux, en tout cas pour moi, c'est de construire, peut-être démarrer par cet échelon-là, mais c'est vraiment de le construire en termes de promotion
de promotion sociale, comme pendant très longtemps, les réfugiés révèlent souvent des questions plus globales, hein, que ce soit sur le logement, sur la jeunesse et sur le travail, et sur une question de promotion sociale. Donc accepter de démarrer, mais ensuite construire des parcours, des trajectoires qui leur permettent de revenir à minima, non seulement à une autonomie socio-économique, mais aussi à leur niveau initial. Donc il y a vraiment cette question du déclassement qui est importante, et l'entrepreneuriat, par exemple, peut être une des solutions. Et le deuxième phénomène, c'est une salarisation, alors que dans leur pays, une grande proportion était entrepreneurs, justement, et là, ils se retrouvent dans un schéma de salariés. Merci, Monsieur Belen, pour ce panorama complet. Vous venez de parler d'entrepreneuriat. Benoît Hamon, vous dirigez Singa, qui a une bien belle mission, qui est celle de faire le lien entre les nouveaux arrivants et les locaux, avec une diversité de programmes, dont un très fort sur l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, merci beaucoup. Oui, Singa, c'est une organisation européenne qui maintenant pilote une quinzaine de programmes entrepreneuriaux en Europe, qui vont de ce qu'on appelle la pré-incubation, en passant par l'incubation jusqu'à l'accélération, c'est-à-dire différents stades de maturité d'un projet d'entreprise, du moment où on commence à avoir une idée, où on perçoit qu'il peut y avoir un marché, un produit concret, un service, jusqu'au moment où on a déjà les premiers clients, des premiers revenus, qu'on cherche à faire des levées de fonds. Et Raïs vous racontera sa propre histoire, mais il a passé ces différentes étapes pour aujourd'hui développer une entreprise assez remarquable au passage. Donc voilà ce que fait Singa. Ce qui est intéressant, puisqu'on a un échange, c'est que c'est de rebondir un peu sur ce que disait Monsieur Belen. On fait évidemment la plupart des associations qui interviennent sur la question de l'inclusion des nouveaux arrivants font les mêmes constats que la DIER, et d'ailleurs on travaille avec la DIER. C'est un des services de l'État, une des directions de l'État avec lesquelles on travaille le plus. Et on constate en effet une réalité, c'est que pour une personne réfugiée, pour les nouveaux arrivants en général, l'accès au marché du travail est souvent synonyme de déclassement. Mais comme pour vivre il faut travailler, beaucoup acceptent évidemment de prendre un emploi qui ne correspond ni à leur niveau de qualification, ni à leur désir ou leur projet personnel, mais ils le font pour pouvoir avoir un niveau de vie à peu près décent. Et le gros enjeu pour une société comme la nôtre, c'est outre cette question du déclassement sur le marché du travail, elle est de penser l'inclusion comme une chance pour nous-mêmes. Et pas simplement comme ce qui serait un acte de générosité ou de charité qui consisterait à honorer les engagements de la France en matière d'asile et à faire le maximum pour que les personnes réfugiées puissent s'intégrer au marché du travail, s'intégrer à notre société, mais essayer de penser cette fois-ci différemment, et de penser les chances que comporte l'inclusion pour une économie ou pour une société tout entière. Alors ça, c'est la démarche de Singa, et c'est la démarche de Singa qui nous amène à dire deux choses. Évidemment, comme l'a dit Monsieur Belen, il faut construire les instruments de promotion sociale, de formation, de déroulement de carrière pour toutes celles et ceux qui, par le salariat, vont évoluer dans l'économie, sur le marché du travail, dans les entreprises, et qui sont des réfugiés. Ça, c'est évidemment un travail qu'il faut faire. Mais sans doute faut-il aussi penser différemment l'organisation des entreprises, penser les gains et les bénéfices qu'elles peuvent engranger à développer un vrai management interculturel, à avoir un recrutement inclusif, à penser réellement la question de l'inclusion des réfugiés, pas simplement comme un service qu'on leur rend en leur demandant de s'adapter au marché du travail tel qu'il existe, à un data scientist, à un ingénieur ou à un boulanger de se former pour pouvoir faire un chantier. Bon, ça existe, hein, il y en a plein, mais essayer de réfléchir à la façon dont peut-être nos organisations et nos entreprises peuvent évoluer pour être plus hospitalières à l'interculturalité, à ces talents, et des talents qui nous aideront à innover. Et je terminerai par ça, parce que je ne veux pas être trop long. Nous, la conviction profonde, et c'est même pas qu'une conviction, l'observation que nous faisons, c'est que l'inclusion génère de l'innovation. Et qu'il y a un trésor dissimulé, en quelque sorte, dissimulé parce qu'on ne veut pas regarder
regarder ce qu'il représente, un trésor dissimulé à travers les talents, les potentiels, les compétences, les aptitudes de ces centaines de milliers de femmes et d'hommes, nouveaux arrivants, parfois réfugiés, et qui sont ici, qui vivront ici, et dont on ne sait pas révéler aujourd'hui le potentiel. Et sans doute doit-on, nous, penser la manière dont notre économie et le marché du travail, les entreprises, deviennent plus hospitalières à ces talents-là. À la hauteur de leur talent, Monsieur Belen a dit que les personnes réfugiées étaient une chance pour la France et je pense que c'est ce qui va le fil qui va nous guider tout au long de nos échanges. Merci Benoît Hamon. On a parlé des entreprises qui sont qui fournissent, quand on pense à un travail, la première chose qui vient à l'esprit, c'est sans doute l'entreprise puis l'entrepreneuriat. Nous sommes accueillis aujourd'hui chez Generali. Élise Vignoux, vous êtes la présidente de la fondation de Generali, The Human Safety Net, qui est très impliquée sur le champ de l'autonomie des personnes vulnérables, sur des questions de parentalité dont il n'est pas question ici, mais sur la question de l'entrepreneuriat des personnes réfugiées. Pourtant, on pourrait être un peu étonné qu'une grande entreprise s'intéresse aussi fortement à un sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner les motivations derrière l'intérêt de la Fondation et du groupe sur ces questions ? Oui, pourquoi un tel engagement et pourquoi une telle fondation ? Notre fondation The Human Safety Net, elle a été créée en 2017. Elle a essaimé aujourd'hui dans plus d'une vingtaine de pays qui sont engagés, comme vous l'avez dit, autour de 2 volets, la parentalité et l'accompagnement des personnes réfugiées. Dans les 2 cas, on retrouve un continuum qui est le continuum de notre métier finalement. Que fait Generali ? Generali, travaille autour des sujets de la résilience, du rebond. On accompagne nos clients dans les moments difficiles et dans tous leurs moments de vie. Et bien finalement, cette fondation, c'est un continuum auprès des communautés qui nous entourent les plus vulnérables. Et en parlant de personnes réfugiées, pour nous, ce qui compte, c'est effectivement, et les 2 intervenants précédents l'ont déjà dit, c'est tout ce potentiel, tout ce talent qui vient chaque année en France et qui est totalement, si vous me permettez l'expression un peu déshumanisée, mais un talent inexploité. Et là, on est dans un vrai irrationnel économique. Donc, le moteur de THSN, il est double. C'est d'abord un moteur, je dirais, éthique, autour de valeurs et d'une conviction qui est de dire qu'une grande entreprise comme Generali doit prendre sa part. Et on connaît depuis plusieurs années maintenant ce que l'on appelle, à tort ou à raison, une crise des réfugiés, une crise migratoire, et je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas, Generali doit prendre sa part. Ça, c'est un premier moteur. Et puis un deuxième moteur, et j'en profite pour faire la promotion de Generali et du monde de l'assurance, c'est un monde avec 0% de chômage, mais avec une multitude, une diversité de métiers extrêmement intéressants, avec une vraie émulation intellectuelle, une vraie émulation commerciale, etc. Et donc, il y a une vraie guerre des talents dans notre secteur. Et là, c'est un pari gagnant-gagnant que de se dire, développons l'employabilité des personnes réfugiées avec un enjeu de diversité, d'équité, d'inclusion pour intégrer ces talents dans notre entreprise. Donc voilà pourquoi on le fait. Et on le fait avec une conviction qui est que l'emploi, l'entrepreneuriat sont de véritables facteurs d'inclusion. Les personnes qui arrivent en France, effectivement, veulent absolument s'intégrer, s'inclure, trouver un métier. C'est un facteur d'épanouissement, de bonnes conditions de vie. Et donc, on doit contribuer à cela. Et donc, on le fait avec cette fondation THSN à travers l'entrepreneuriat et à travers l'employabilité. Merci beaucoup, Élise Vignoux. Benoît Hamon, je vais vous demander de reprendre le micro, parce que je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Élise Vignoux sur les talents. Et c'est je ne sais pas si on peut parler de gagnant-gagnant, parce qu'on utilise avec précaution des expressions parfois un peu galvaudées. Est-ce que chez les partenaires de Singa, les grands groupes ou peut-être les moins grandes entreprises, vous avez aussi ce sentiment qu'ils sont là aussi parce qu'ils ont réalisé qu'il y avait une crise des talents avec beaucoup de guillemets et que c'est pour ça qu'ils s'impliquent sur ces questions-là ?
Oui, oui, incontestablement, je pense qu'il y a des entreprises, honnêtement, qui sont un peu plus éclairées et plus mûres que d'autres sur ces questions. Hein. C'est pas insultant pour qui que ce soit que de le dire, et qui ont une approche de l'inclusion qui dépasse, pardon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais le fait de mettre un chèque pour faire un peu de mécénat ou de philanthropie par-ci par-là, et qui conçoivent aujourd'hui, pour leur propre organisation elle-même, comme pour l'idée qu'elles se font d'une économie qui va bien et d'une société qui fonctionne bien, elles mobilisent des moyens qui sont les moyens qui visent à l'inclusion. Le partenariat nous qu'on a eu avec THSN est un partenariat d'abord de long terme, et je peux vous dire que toutes les associations qui travaillent sur les questions d'inclusion aspirent à avoir des partenariats de cette sorte, parce que ça nous donne la visibilité et la capacité de pouvoir se projeter sur le moyen et long terme, qui est le bien le plus précieux pour les associations. Quel a été le résultat de cela? D'abord, un mot pour dire ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que beaucoup de personnes réfugiées se tournent vers l'entrepreneuriat, ou parce qu'ils avaient eu une expérience de l'entrepreneuriat dans leur pays, mais aussi parce qu'ils considèrent que le chemin le plus rapide vers l'emploi est d'abord de créer son propre emploi, tant il est parfois difficile de trouver du travail, ou tant il est difficile de bien vivre des travails qui vous sont offerts. Et donc, il y a indiscutablement des gens qui se tournent vers l'entrepreneuriat et qu'on connaît bien avec THSN, parce que on travaille ensemble sur plusieurs incubateurs en France, sur un incubateur européen avec Strasbourg. Et ce qu'on constate aussi, c'est l'incroyable aptitude de beaucoup de nouveaux arrivants à l'entrepreneuriat qui se forgent par l'expérience de la migration. La migration, M. Belen l'a dit en quelques mots, et il avait raison de le pointer, la migration, elle crée évidemment des traumatismes, parce que elle peut être difficile, c'est une épreuve, elle peut être violente, elle est une expérience qui est une expérience souvent psychologiquement lourde, mais elle crée aussi des aptitudes de patience, de résilience, d'agilité, de capacité d'adaptation, et qui sont des qualités qu'on recherche plutôt dans l'entrepreneuriat. Et ce qui nous frappe, quand on a travaillé avec THSN sur les impacts, c'est-à-dire l'espérance de vie des entreprises créées dans nos incubateurs en sortie donc de programme, ce qui nous a frappé, c'est les chiffres en sortie d'incubateur. 60% des entreprises qui sortent de nos programmes sont toujours vivantes 3 ans après. Cela montre quoi? Qu'on a des femmes et des hommes qui mettent pas la clé sous la porte à la première épreuve, considèrent que il faut sans doute encore plus mobiliser d'énergie. Et pourquoi? Parce que dans les faits, on l'observe aussi, être entrepreneur et réfugié n'efface pas aux yeux de certains le fait que vous êtes réfugié. Et donc c'est parfois, c'est même quand je dis c'est parfois, honnêtement, c'est souvent beaucoup plus compliqué que pour un entrepreneur national. Donc, malgré cela, il y a des résultats qui sont des résultats qui sont assez stupéfiants, assez spectaculaires. Et ce que je crois, c'est que nous avons aujourd'hui la possibilité de construire des alliances entre des grands groupes qui pensent aujourd'hui que l'inclusion, c'est une chance pour l'économie et une chance pour eux-mêmes parce que ça génère de l'innovation, et des acteurs associatifs de cet écosystème assez large dans lequel il y a Singa, mais on pourrait citer beaucoup d'autres organisations qui veulent mobiliser leurs moyens, modestes, mais leurs moyens pour justement mettre le pied à l'étrier à ceux qui veulent créer une entreprise, faire de l'hébergement citoyen, assurer des formations en termes de sur le plan professionnel, faciliter l'apprentissage de la langue. Tout cet écosystème existe. Le fait qu'il soit désormais plugué sur des grandes entreprises qui pensent que l'inclusion génère de l'innovation, c'est évidemment pour nous un formidable accélérateur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réjouis de ce partenariat avec THSN et Generali, parce qu'il a quand même changé le visage de dizaines de projets entrepreneuriaux, sinon centaines, dans les 3 dernières années en Europe. Et avec un taux de survie des entreprises qui ferait rougir un bon nombre d'incubateurs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci beaucoup, Benoît Hamon. Kelly Belen, sur la question de l'emploi, donc salarié ou entrepreneurial, donc celui qu'on crée soi-même, est-ce que vous pensez que c'est un pivot de l'intégration durable des personnes, des nouveaux arrivants?
Oui, en tout cas, l'hypothèse ou le parti pris, c'est de considérer que le socle de l'intégration durable, c'est le travail. Alors, c'est des points de vue qui peuvent être relativisés. En fait, sur la question des réfugiés, ça se pose, c'est logement ou emploi. Et en fait, évidemment, les deux sont nécessaires, les deux sont importants. Et qui de la poule ou de l'œuf? Est-ce qu'il faut d'abord travailler sur les questions de logement? Est-ce qu'il faut d'abord travailler sur les questions d'emploi? Donc, pour une part, il y a eu toute une période où ça a été la question du logement, c'est-à-dire loger les personnes en priorité. Et puis, il y a eu des évolutions et aujourd'hui, c'est plutôt une tendance à l'emploi. Évidemment, un programme doit être intégré sur la question de la langue, du logement et de l'emploi et de la vie sociale. Pour avoir un programme un petit peu performant, il faut combiner tous les aspects. Évidemment, l'intégration l'accompagnement doit être individualisé et global. En tout cas, l'hypothèse aujourd'hui, et bon, c'est par rapport au poste aussi que j'occupe, mais pour l'instant, c'est que l'intégration durable se construira sur une autonomie socio-économique. Et que l'autonomie socio-économique, alors ça peut être l'entrepreneuriat, évidemment, et ça peut être aussi le travail. Et simplement, donc c'est une question que Monsieur Hamon connaît très bien, mais c'est l'intégration par le travail. Le travail comme grand intégrateur, c'est Durkheim qui l'a dit il y a bien longtemps. Et donc c'est l'hypothèse pour l'instant qui reste un petit peu sous-jacente, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Benoît Hamon. Il faut aussi réfléchir à changer de paradigme, mais aussi pour les entreprises aujourd'hui, sur toutes les questions, on peut les retourner, on y reviendra, mais par exemple sur la question de la langue. Aujourd'hui, la langue, elle est considérée comme un frein. Mais en fait, si on regarde de l'autre côté, la langue, c'est le véhicule majeur de la communication, c'est celui qui va construire les imaginaires, et finalement, il n'est pas forcément... donc c'est la langue pour l'emploi, mais on peut retourner en disant l'emploi pour la langue, c'est-à-dire que l'une des meilleures manières d'apprendre le français, c'est de le pratiquer en situation, et donc en situation d'emploi. Merci Monsieur Belen, on aura le temps d'échanger et de prendre également des questions si vous en avez en ligne. J'ai une tablette avec une petite boîte, vous pouvez m'envoyer vos questions, on les prendra soit au fil de l'eau pour un besoin de précision, soit à la fin on a un temps d'échange qui est prévu. Raïs Al-Shorbadji, vous êtes le fondateur de Kaoukab, qui est une start-up qui recycle de l'aluminium, et vous allez nous raconter ce beau projet. Et vous avez un double regard sur l'emploi, parce que vous avez créé votre propre emploi en entreprenant, mais vous employez aussi un effectif croissant de personnes, dont des personnes assez éloignées, enfin qu'on dit éloignées de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours entrepreneurial et ce que vous faites aujourd'hui? Oui, bonjour, c'est Raïs. Juste avant que je commence, comme j'étais sur le côté, ça fait un peu de moment, je réfléchis à votre parole. En fait, je dis, c'est compliqué en fait, c'est triste. La question de réfugiés, le sujet de réfugiés, c'est triste. Donc le mieux on fait comme Monsieur Zemmour, on dégage tout le monde, on ferme la porte, on est bien, ça va. Je pense parce que vous êtes formidables, tous, et Marie-Christine, bonjour, et vous acceptez d'entrer dans ce sujet-là. À mon avis, vos CV pour vous amener sur d'autres choses, pour peut-être vous gagner votre vie mieux. Personnellement, je comprends pas pourquoi vous êtes là. C'est triste, hein. Moi, je fouille toujours de ce sujet. Bon. Mon projet, en fait, Ferraille Solidaire. J'ai créé une application où, à la base, en fait, je suis entré dans le bidonville pour trouver une solution pour des gens à la marche. Je ne suis pas le Père Noël, mais pour gagner l'argent avec eux, pour cadrer leur activité. Comme j'ai un regard en France, c'est très très loin, ça s'appelle les chiffons, les chiffonniers, les pifins. Mais en Syrie, comme on est un pays à cause de dictature, on est un pays bien en retard. Donc ces gens-là, j'ai vu dans mes propres yeux.
Donc, je les connais très bien. Je les vendu, le fait repasser de ma mère, j'ai vendu plein de choses, ils me donnent des centimes. Donc je comprends qu'il y a un modèle économique derrière les chiffonniers, les pifins. Donc, mais je le connais pas. Pour ça, j'ai décidé d'entrer chez eux. J'ai acheté un camion aussi grâce à la relation de Singa avec l'ADI. Donc ils me donnent un microcrédit. Je suis devenu ferrailleur pour comprendre toutes les étapes les ferrailleurs existent maintenant, ils tournent la nuit, ils tournent pour chercher les encombrants dans la rue. Avec un cahier de charge à côté de moi sur le tableau du camion, j'écris chaque étape. Au bout d'un an, je suis sorti avec un cahier bien rempli. J'ai décidé de faire 2 interfaces. Une interface pour nous, pour tout le monde, pour débarrasser vos déchets métalliques, en fait. Donc, naturellement, je suis devenu un développement commercial pour les bidonvilles. Donc, l'idée, en général, une application super simple, pas plus compliquée que WhatsApp. Il y a un seul clic, vous entrez kaukab.fr. Même, vous pouvez télécharger maintenant, c'est une appli, grâce à PPI France. Donc, au gros, on a besoin par le donneur, une adresse et un numéro sur place. Ça affiche automatiquement et pour l'instant sur l'interface de collecteur. Ça affiche direct, une alerte. Et comme je combine maintenant une vingtaine de familles, ça veut dire vingtaine de camions, vingtaine de collecteurs autour Paris, Île-de-France. Le camion le plus proche reçoit l'affiche, il vous appelle, il confirme son venue et il vient. Et quand il vient, en fait, impossible vous imaginez cette personne, il dort dans une tente ou dans un bidonville. Parce qu'il a un camion correct, il n'y a pas d'enfants dans le camion, c'est sûr. Et parce que les enfants à l'école, on les accompagne. Donc il travaille avec son collègue ou avec sa femme. On l'accompagne pour avoir le statut auto-entrepreneur et on lui assure leur chiffre d'affaires mensuel grâce à la ferraille qu'on le collecte. Ça veut dire le déchet qui nous coûte maintenant, il coûte à la collectivité, à la mairie. Même une dame au 4e étage, elle va pas aller à la déchetterie porter sa machine à laver, en fait. Et pardon, je dis ça, les entreprises qui sont considérées venir chercher cette machine, ils viennent pas. Donc, au gros, il n'y a pas de solution. Soit ils les jettent dans le balcon, sur le trottoir, soit ils attendent des petits enfants ou des gens qui les descendent. Et nous, on porte une solution gratuite. On dit, madame, votre machine, on ne peut pas juste la collecter, on vous dit un grand merci parce que vous participez à l'insertion. Et donc les familles qui le collectent, ils collectent plusieurs points dans la journée, ils ont 1 tonne, par exemple, c'est ce que je l'assure, 1 tonne par jour. Et pour le revendre, ils revendent à moi en fait. Comme je viens de commencer, je ne suis pas le Père Noël, j'ai un modèle économique bien solide. Donc quand ils me revendent, et moi après j'ai fait la valorisation, je revends au gros. Et je gagne ma vie, et les collecteurs, ils gagnent leur vie. C'est le projet, au gros. C'est tout le propre de l'entrepreneuriat social, de mêler un modèle économique et de l'impact. Merci, Raïs, de nous avoir expliqué Kaukab. Je peux vous demander un peu de mots supplémentaires sur les personnes que vous accompagnez. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sinon, c'est des personnes qui sont autonomes, éloignés de l'école, de l'emploi, et vous leur fournissez donc un cadre et un accompagnement supplémentaire vers des questions essentielles que sont l'éducation et d'autres sujets. Oui, si vous voulez connaissez cette personne, en fait, la personne que personne n'a accepté de travailler avec eux. Ils sont les méchants, ils sont très loin, on ne le comprend pas. Pourquoi ils collectent la ferraille, ils l'amènent en Roumanie, on comprend rien en fait. Déjà, le marché de ferraille, c'est un marché noir, on comprend pas grand-chose. Moi-même, dedans, j'ai pas la réponse pour toutes les questions, mais j'ai réussi à comprendre plein de choses. Et donc, à la fois, le donneur de ferraille, il accepte pas le donner. Par exemple, les grandes entreprises disent, les normes de sécurité, répètent ça quelques milliards de fois. Mais on a bien compris, on a réussi à faire un charte. Encore merci Generali, c'est la première porte, ou les premières grandes portes professionnellement, qui ne laissent entrer chez eux avec nos microconducteurs. Il y a une autre porte comme Point P. Ce qu'on essaie, en fait, de faire, c'est les grandes entreprises qui souvent ils payent, ils ont une benne et ils payent pour débarrasser les déchets.
et il n'accepte pas de donner aux ferrailleurs parce que voilà, on connaît très bien l'image. Nous, ce qu'on fait, on a assuré la collecte, on a assuré toutes les images. Donc ça, il entre dans le bilan carbone, bilan RSE. On peut valoriser ça. Et j'ai bien oublié votre question. Non, vous y avez répondu au début, c'était sur le profil des familles que vous employez. Tout à fait, qui sont au bidonville, qui sont à la marge de la vie. Mais pourquoi à la marge? C'est ça la question, en fait. À la base, ces gens-là, c'est les bifins, les chiffonniers. Ils ont un marché de déchets. Ils ont le savoir-faire dedans. Et c'est les seules personnes qui ont le savoir-faire et pour valoriser les déchets et pour transférer le déchet de partie négative à partie ressources positives. Vous voyez. Et nous, avec la ville, tout se perd, tout moderne. En fait, on a tiré le tapis sur ces gens-là. On a bloqué l'entrée, ou bloqué toutes les marchés de déchets. On le donnait pour les grosses entreprises. Bonjour, grosses entreprises. On travaille avec certains. Et eux, ils trouvent déjà été des difficultés, maintenant plus. Oui, donc, ce que je fais maintenant, je leur donne le déchet. Je fais pas grand-chose. Et ils sont très contents. Donc un projet humain, économique, social, solidaire et circulaire. Donc on peut l'ajouter. Oui. Merci beaucoup, Raïs. On pourra peut-être un petit peu plus tard revenir en détail sur le parcours entrepreneurial et les freins et l'accompagnement dont vous avez bénéficié. Donc vous avez dit que vous avez une charte avec les personnes que vous employez en auto-entrepreneur, parce que les conditions d'emploi sont importantes et l'énergie qu'on met dans l'inclusion aussi. Sur ce sujet, Benoît Hamon, vous avez travaillé sur une charte de l'inclusion, sur les notions d'employabilité. En fait, on a parlé de déclassement avec Monsieur Belen, mais voilà, un emploi, quel emploi et dans quelles conditions pour vous c'est important qu'on encadre par une charte ou par des valeurs ce sujet? Oui, alors c'est une charte qui a été rendue publique hier pour la Journée mondiale des réfugiés, charte signée par Generali au passage, et maintenant plus d'une quarantaine d'entreprises de toute taille, des grands groupes comme des entreprises de taille plus modeste, et un certain nombre de grands réseaux professionnels aussi qui se joignent à la liste des signataires. C'est pas une liste qui est d'ailleurs fermée. Il y a encore de nouvelles entreprises qui nous rejoignent. L'idée, c'était de dire quoi? C'est que au-delà d'un engagement un peu facial comme ça sur la question de l'inclusion, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vous diront je suis pour l'exclusion. Donc c'est assez facile de dire je suis pour l'inclusion. Mais on voulait essayer de lister un certain nombre d'engagements sur la supply chain, sur les investissements, sur le déroulement de carrière des personnes réfugiées, sur les stratégies de recrutement, sur le management interculturel. Et on a listé tous ces engagements qui pourraient montrer la volonté d'une entreprise de dire l'employabilité, ça ne se résume pas à la capacité d'une personne à s'adapter au marché du travail et aux besoins des secteurs en pénurie de main-d'œuvre. C'est aussi la responsabilité des entreprises que de changer ou de transformer progressivement leur organisation. Et c'est ça qui est assez pionnier dans cette charte, qui me semble montrer qu'il y a vraiment une évolution, en tout cas qu'on est capable, nous, de mesurer dans le temps, et qui constitue une alliance d'acteurs privés, lucratifs, commerciaux, classiques, et d'acteurs non lucratifs, issus du monde associatif ou de l'économie sociale et solidaire, autour de cet enjeu de l'inclusion. Donc nous l'avons co-construite, c'est un mot à la mode, ça, je me jure de ne jamais le dire, et là je l'ai dit. Donc nous l'avons écrite avec Utopie, qui est un cabinet qui est dédié à la RSE, et vous pouvez la signer en ligne sur le site de Singa ou d'Utopie. Merci. Bon, Raïs, vous pourrez la faire signer à toutes les entreprises qui travaillent avec vous. Merci Benoît Hamon. On vient de voir donc l'importance de l'emploi, du travail, des conditions de travail. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, ou en tout cas que je vous pose, c'est comment on se mobilise autour de cette question. Donc, Monsieur Belen, vous, c'est votre métier, mais comment est-ce qu'on accompagne celles et ceux qui en ont besoin et comment on le fait bien?
dans une relation équitable je déteste dire gagnant-gagnant, mais alors voilà, on va tous dire un mot qu'on n'aime pas, une expression qu'on n'aime pas dire. Élise Gignoux, j'aimerais bien vous donner la parole pour vous nous expliquer. Donc on a compris le pourquoi, qui est sans doute un pourquoi mouvant qui va se développer, mais comment ça se traduit, comment on construit une fondation, un véhicule pareil, et comment on décide, est-ce que c'est voilà, de financer, d'accompagner des projets sur l'entrepreneuriat des réfugiés? Alors, comment on agit The Human Safety Net agit, je dirais, autour de trois axes. D'abord, l'entrepreneuriat, le soutien à l'entrepreneuriat. Ensuite, le soutien à l'emploi. Et puis, un troisième axe qui est vraiment l'engagement des collaborateurs et de la direction. Donc, premier axe, il faut vraiment comprendre, en fait, qu'on avance, qu'on apprend en marchant. On est vraiment sur des sujets d'innovation sociale. Et notre volonté était, comme Benoît Hamon l'a dit précédemment, notre volonté n'était pas de donner un chèque philanthropique, mais enfin c'est toujours très utile, hein, les entreprises qui font ça, mais pour nous c'était pas suffisant, on voulait aller plus loin. Donc on a vraiment appris en marchant, et d'abord on a travaillé avec Singa et on a soutenu leur incubateur en 2017 à Paris. Et les années suivantes, et on continue de le soutenir. Et là, on a beaucoup appris. Et donc, du coup, on a décidé en 2021 et 2022 de lancer nos propres incubateurs. 2 incubateurs à Saint-Denis et à Montreuil. Parce que c'est des zones particulièrement engagées sur les sujets de la diversité, de l'inclusion et de l'emploi. Et puis Saint-Denis parce que l'incubateur est à 6 minutes à pied de notre siège, ce qui permet un véritable engagement de nos collaborateurs. Donc on a créé ces incubateurs avec tout un écosystème. Puisqu'on peut pas avancer seul, on avance bien sûr avec Singa, avec la DIER, qui est un partenaire aussi depuis le départ. On a des relations très fréquentes aussi avec le HCR, on a eu besoin de fonds, donc on est allé voir les pouvoirs publics. On est accompagné par le PIC, le programme d'insertion par les compétences, et la Caisse des dépôts et consignations, qui fait un contrôle très régulier. On est allé voir d'autres fondations d'entreprises, et je signale que BNP Paribas et la Fondation SNCF sont très engagés également à nos côtés. Et puis on a bien sûr les associations qui sont absolument clés pour développer ces incubateurs. Et là, on a travaillé avec La Ruche et avec Singa pour développer nos programmes d'incubation, qui sont des programmes qui durent 9 mois, qui permettent vraiment d'accompagner. Raïs, tu as été pré-incubé chez Singa à Paris, incubé à La Ruche, à Montreuil ou à Saint-Denis, je ne sais plus. Oui, Raïs, j'ai passé toutes les étapes. Hein. Voilà, après, on prendra une minute pour vous nous détailler peut-être ce chemin entrepreneurial. Voilà, donc un parcours de 9 mois avec des formations, des ateliers autour de la comptabilité, le marketing, la finance, le réglementaire, etc., etc. Et qui permet aussi d'accompagner l'entrepreneur, je dirais, dans sa réflexion, parce que pour utiliser un terme très Startup Nation, on est vraiment là dans le early stage des entreprises qu'on accompagne, c'est une idée. Donc là, on a un jury avec des collaborateurs, des membres de notre COMEX pour sélectionner les entrepreneurs. Mais je dirais voilà, on a là généralement les entrepreneurs arrivent avec une idée, peut-être parfois une structure créée, mais pas forcément encore hyper active, etc. Et on a vraiment ces 9 mois pour les accompagner. Donc ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat et l'incubation. Deuxième axe, c'est l'emploi, et ça c'est un axe beaucoup plus récent qu'on développe depuis cette année, fort je dirais de nos 5 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. On s'est dit il faut aussi qu'on prenne notre part, et on a, c'est ce que je disais aussi, une vraie guerre des talents, et à nous aussi d'embaucher des personnes réfugiées. D'où pour nous l'importance de signer la charte de Singa et d'Utopie sur l'inclusion des personnes réfugiées exilées en entreprise, qui recouvre de toute façon des sujets qui nous sont à cœur en termes de diversité, d'équité, d'inclusion, parce que l'inclusion, c'est vrai, c'est une véritable richesse, ça permet l'innovation, ça permet le bien-être des collaborateurs et donc la performance d'entreprise. Et donc oui, c'est gagnant-gagnant, et moi j'assume ce terme-là. Donc voilà, ça c'est sur l'emploi. On a aussi signé avec Each One
un engagement qui s'intitule Coalition for Tomorrow. Et là, on est dans des entreprises où nous nous engageons pour embaucher 10 000 personnes réfugiées dans les 2 ans à venir. Donc là, c'est un engagement extrêmement fort. Et pour cela, on travaille avec des organismes de formation, avec des OPCO, pour développer des programmes en alternance. Et on est très fiers et très heureux de recruter cette année 5 data analystes en alternance qui ont des parcours extrêmement riches, extrêmement variés, avec vraiment de très très bons profils, des vrais talents. Donc on est très très heureux de les intégrer parce que c'est un métier sous tension pour nous et donc c'est important d'intégrer ces data analystes. Et puis 3e axe de travail, donc l'entrepreneuriat, l'employabilité. Et le 3e axe, c'est l'engagement. L'engagement de nos collaborateurs, on vise que 20% de nos collaborateurs et de nos forces commerciales soient engagés dans notre fondation The Human Safety Net d'ici à fin 2024. Donc c'est plusieurs centaines de collaborateurs et de forces commerciales engagés pour accompagner des entrepreneurs comme Raïs, les aider, être un peu coach, sponsor, les aider, leur ouvrir leur carnet d'adresses, leur aider dans cette dimension aussi d'interculturalité, de découverte de la complexité parfois administrative mais aussi culturelle de la France, etc. Donc et puis aussi par exemple avec on a fait beaucoup de travaux chez Generali, donc beaucoup de ferraille. Et donc là, comment on fait pour accompagner Kaoubab, qui est une vraie solution pour nous, qui est hyper utile, et on pousse fortement nos sous-traitants qui travaillent sur nos chantiers à utiliser cette solution-là. Ouais, c'est une pression amicale que nous faisons à nos sous-traitants. Une recommandation. Exactement. Et juste pour finir peut-être sur quelques chiffres, pour dire que depuis finalement fin 2017, on a accompagné 500 entrepreneurs dans leur développement. C'est plus d'une centaine de structures qui ont été créées et on considère que certaines structures n'ont pas été créées, mais il y a des sorties positives parce que pour certains c'est des CDI, des CDD, de la formation, un retour à l'école, etc. Et que ça aussi c'est extrêmement positif. Et on vise d'ici à 2024 à accompagner 1000 entrepreneurs dans cette aventure. Merci beaucoup, Élise Vignoux. Pour comprendre le parcours entrepreneurial, parce que pour le comprendre, vous avez un regard d'expert avec Singa et The Human Safety Net et Monsieur Béline un regard affûté sur les questions d'emploi. Mais Raïs, moi j'aimerais bien que vous nous racontiez rapidement votre cheminement, vos incubations. C'est très chimiste l'entrepreneuriat, on est pré-incubé, incubé, et effectivement il y a tout un vocabulaire et je pense que les spectateurs, j'ai reçu quelques questions que je vous poserai après, mais sont pas forcément au courant parce que nous on baigne dedans. Mais du coup rapidement, Raïs, est-ce que vous pouvez nous tracer votre parcours de la pré-incubation à aujourd'hui et ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a aidé à lever des freins? Est-ce qu'il en reste? Oui, en fait, avant ça, en fait, je viens interroger aussi quelques mots. Comme je viens de dire, c'est question de réfugiés, voilà, compliqué et triste. Et la personne qui vient ici, il faut qu'on comprenne très bien. Je parle à moi-même, je parle pas au nom de tous les réfugiés. En fait, on vient d'un système dictatorial. C'est-à-dire, une seule personne dirige le pays, une seule personne dirige l'école, une seule personne dirige la maison, une seule personne dirige les mosquées. Donc, c'est compliqué. Déjà, j'ai doute qu'il y a une seule personne qui est venue en France pour demander l'asile aux réfugiés avec son moral, ou pour plaisir, au loisir. Et ça, c'est impossible. Pour moi, impossible. Je vois très bien des Syriens, ils sont encore en Syrie, ils vendent des terrains, ils vendent leur maison, ils vendent tout pour monter dans un bateau. Et il a une grande chance qu'il est mort sur la route. Et donc, personne ne vient ici pour, voilà, la France elle se perd, on va avoir des maisons hébergées, on va avoir les RSA. C'est pas ça le réflexe, en fait. Juste parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et nous, on a bien rêvé, en fait, avoir un pays correct. On a démarré la révolution, mais on était perdus rapidement. Malheureusement.
Et donc le parcours, comme je vous dis, quand je suis arrivé là, j'ai décidé, je vais intégrer. C'est une décision. C'est pas un plaisir. Et pour intégrer, ça veut dire il faut que je coupe ma page Facebook avec toutes les amis arabes ou qui parlent arabe. Il faut que je sors un peu de la communauté. On sort trop en fait. Il faut que je sors complètement. Pour intégrer. Et ça c'est extrêmement difficile. Oui, vous imaginez pas en fait. Imaginez que voilà, un jour et le lendemain, vous décidez de couper toutes vos relations. Oui, vous faites quoi en fait dans la vie? Au bout de quelques mois, c'est déprimant en fait. Oui. Mais comme il y a un grand rêve, j'ai jamais oublié que un jour je vais construire la série. Voilà, moi-même je vais reconstruire la série. Donc ça m'a amené, il m'a donné un peu de force. Ok, ce que je fais, correct. Donc le jour que j'ai décidé de faire ça, c'est-à-dire j'ai commencé à apprendre le français, et vous connaissez très bien peut-être avoir un cours de français, c'est après le titre de séjour. Le titre de séjour demande 1 an, parfois 2 ans. Donc ça veut dire que... Et moi j'ai commencé le français de la première jour ici. Et avec le français, j'ai décidé que il faut que je sois businessman pour mon grand rêve. Et ici aussi, la chance m'a aidé beaucoup. Que j'ai vu un post, même en arabe, sur Singa. Si vous avez c'était 2015. Si vous avez des projets entrepreneuriat, postulez chez nous. Donc ça, j'ai reproché de Singa. J'ai présenté le projet. C'était pas du tout comme maintenant. Hein. Il a vraiment, peut-être on parle presque. Pas d'autres sujets, mais toutes les choses de insertion, les choses super complexes en France, je le connais pas du tout. En Syrie, l'État ne nous aide pas en fait. Il vient nous chercher si on parle politique, mais sinon on le voit pas. Oui. Donc et quand je veux, il y a des aides là, il y a des accompagnements. La première question, mais vous voulez quoi de moi en fait? Pourquoi vous faites ça? C'est un peu étrange. Vous voyez, ouais, pour rien, ok. Et c'était super. Donc je reviens. J'ai le savoir-faire dans les déchets, dans tous ces détails-là. Je suis très très fort. Voilà, je déclare. Mais même si je suis fort et j'ai pas de famille ici, j'ai pas de contact, j'ai pas mon père. Je dis ah oui, ton copain il est là. Ma mère, ta copine fait quoi? La famille, mon oncle. En Syrie, j'ai pas du tout cette difficulté. Je viens de grandes familles en fait. On était presque la majorité, c'est entrepreneurs. Donc à partir de 17 ans, on décide soit on continue l'université ou on entre dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai un peu la base, mais j'ai pas la famille. Tout le réseau. Vous voyez. Et donc c'est ce que j'ai trouvé chez Singa. Donc j'ai bien démarré, continué avec eux. Et comme je suis malin, et très intelligent en fait, je demande pas l'impossible. Je demande pas à Singa, allez, venez me financer. Vraiment, j'ai l'habitude. Heureusement aussi, ma copine est journaliste, elle m'aide beaucoup pour comprendre. Un beau métier. Voilà, comprendre le profil en face de moi. Je vais demander quelque chose. Il faut que je comprenne cette personne. Il offre quoi? Si je viens, aidez-moi, vous êtes con, aidez-moi, vous êtes français, aidez-moi. En fait, personne, peut-être il va me donner 100 €, mais pas du tout mon recherche. Vous voyez. Donc je fais en amont de grand travail, et quand je fais mon rendez-vous, je comprends la personne, je demande les choses qu'il a fait, je comprends maintenant les gens, ils sont super pressés, stressés avec l'impression de travail, tout ça. Je n'ai pas de temps réfléchi. Donc si je demande aide-moi, ok, je t'aide, Inch'Allah. Mais si je vais chez lui, je parle avec le même langage et ça porte de fruits le rendez-vous. Donc voilà, et quelque part aussi, c'est préparer le pitch. J'ai appris chez Singa en fait. En Syrie, on n'a pas de pitch. Allez, assieds-toi, je te parle. Mais si les gens, oui, Raïs, tu as une grande chance, tu vas pitcher ton projet pour 3 minutes. Mais Vivatech. Tout à fait. Mais 3 minutes, normalement, je dis bonjour, comment ça va, la famille, c'est fait.
Et non, ici, donc j'ai vraiment appris ça au fur et à mesure, et ça prend de temps. Hein. Donc j'ai construit ça aussi avec le français. Pour ça, j'ai difficulté maintenant présenter mon projet en arabe. Vraiment. Merci beaucoup, Raïs, pour ce témoignage. Donc, l'apprentissage de l'entrepreneuriat, de la start-upisation et des pitchs, mais aussi le réseau. Et vous avez absolument raison qu'aucun d'entre nous peut imaginer ce que vous avez vécu et ce que c'est. Et sans vouloir attaquer une note très négative, mais effectivement, est-ce qu'on peut prendre un temps de retour d'expérience pour parler des freins qui restent à lever ou qui sont existants? Et je vais vous glisser, et qui voudra y répondre, on pourra y répondre, le frein, mais comme il y a une question dessus, j'en perds mon micro. Alors, je vous lis la question, qui est que les personnes qui, en fait, les programmes comme celui de Singa, j'imagine sous-entendu, enfin ceux de Singa ou de The Human Safety Net, seraient réservés en fait à ceux qui ont le statut de réfugiés. Et du coup, quid de ceux qui sont donc dans le parcours du combattant qui est préalable à l'obtention de ce statut? Peut-être, Monsieur Belen, vous pourrez apporter votre éclairage aussi. Et après, il y a une question que j'essaie de poser de manière diplomatique, mais je ne suis pas sûre que l'un d'entre vous pourra nous répondre, qui est que ça serait un message volontaire, en fait, pour freiner. Bon, pardon, je vous lis la question parce qu'on me l'a envoyé, mais voilà, ça serait de limiter en fait l'accompagnement à des personnes qui ont déjà le statut serait un moyen de ne pas tenter d'autres personnes d'arriver en France. Je suis d'accord que c'est vu ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu spécial, mais oui. Vous voulez dire un mot? Bon, d'abord, en fait, chez Singa, en tout cas, je parle de Singa, nous, dans nos programmes, il n'y a pas que des programmes entrepreneuriaux, et toutes celles et ceux qui viennent nous voir, quel que soit leur statut, parfois n'ont aucun papier d'ailleurs, nous, on les inscrit dans des programmes d'apprentissage de la langue, d'accès à la culture, au sport. Il n'y a pas de discrimination. On considère que les nouveaux arrivants, et on doit tout mettre en œuvre pour que les traiter d'abord humainement, et leur offrir un toit si possible. L'accès à l'emploi, ce sera pas possible quand on n'a pas de papier, et encore qu'on peut travailler quand on n'a pas de papier dans ce pays, hein, mais et notamment dans plusieurs secteurs. Mais c'est une une des ambiguïtés avec laquelle, sinon des hypocrisies avec laquelle notre société jongle. Mais donc nous, on n'a pas de discrimination. Après, quand on est dans un programme entrepreneurial, pour créer son entreprise, il faut avoir un statut. Et il y a effectivement pour nous des personnes réfugiées, mais aussi des nouveaux arrivants qui ont pu avoir un titre de séjour, qui ne sont pas des réfugiés qui ont dû quitter leur pays pour des raisons politiques, liées à la guerre, liées à la violence, mais qui l'ont fait pour des raisons économiques, et parfois aussi pour quelque chose qui n'est pas moins grave, la misère économique, hein, qui vous pousse à prendre le chemin de l'exil. Et donc à eux, effectivement, nous proposons des programmes, mais ce qui est assez intéressant dans l'histoire de Raïs et dans les témoignages qu'on peut tous glaner, c'est que le réflexe qu'on peut avoir en France, parfois aussi dans d'autres pays, il est de regarder quelqu'un par rapport à ce qu'il n'a pas. Et les premiers réflexes qu'on va avoir par rapport à quelqu'un qui parle mal le français, c'est de dire c'est incroyable, ou c'est pas incroyable, mais bon, son problème c'est qu'il parle mal le français, j'ai du mal à le comprendre, et on va en rester à ce que nous jugeons être un handicap. Et on va complètement passer sous silence, ou même ne pas voir, que celui qui ne parle pas encore bien français parle par contre 5 autres langues. Qu'il a donc une agilité dans différentes langues que nous n'avons pas, et avec nous d'ailleurs au passage, je le dis pour les Français que nous sommes, tous les quatre là ici, comment dire, une sorte de pointillisme sur le fait de bien parler le français. Nous qui, quand on commence à parler anglais ou parler une autre langue, sommes quand même le faisons de manière parfois assez pitoyable. C'est pas le cas de tout le monde. Élise parle très bien anglais, à ma droite, je l'ai déjà entendu, mais bon, et on est là à guetter la moindre faute de syntaxe ou de grammaire chez ceux qui apprennent notre langue. Mais bon,
Écoutez, ce qui est intéressant, c'est de renverser les choses. C'est ce qu'on essaye de faire en se disant, plutôt que d'en rester à cette première impression et à faire l'inventaire de ce qui ne va pas et des handicaps qui seraient ceux de ces nouveaux arrivants, regardons la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire toutes les aptitudes, les compétences et les talents dont on peut avoir besoin, dont nous avons besoin dans nos sociétés et qui peuvent nous permettre de construire un chemin qui soit un chemin cette fois-ci vertueux. Faire cet effort, c'est crucial. Alors, pour répondre au monsieur qui dit, est-ce que le fait de réserver, ou la dame, les programmes à des personnes réfugiées, c'est pas un moyen de dire aux autres ne venez pas, parce qu'il y a que ceux-là qui peuvent essayer de s'en sortir? Bon, évidemment non. Cela étant dit, nous luttons contre une chose, et j'en profite pour faire un élément de plaidoyer, qui est cette forme de segmentation des nouveaux arrivants entre les bons, ce qui seraient réfugiés parce qu'ils auraient quitté leur pays parce qu'il y a la guerre, et les moins bons, ceux qui l'auraient quitté parce qu'ils fuient la misère économique. Nous refusons à hiérarchiser les trajectoires ainsi, et je me réjouis, ce sera l'occasion d'ailleurs de plaidoyer pour nous, d'un bouger de l'Union européenne qui a décidé pour les Ukrainiens d'activer la protection temporaire, à travers une directive qui était une directive qu'elle n'avait jamais activée jusque-là. Nous espérons, et ce sera en tout cas un axe du plaidoyer de notre organisation et d'autres organisations, que cette directive européenne qui a permis d'accorder automatiquement la protection internationale aux Ukrainiens puisse être activée dans d'autres circonstances que celles des guerres en Europe. C'est très bien qu'on l'ait fait pour des Européens. Ce sera formidable si on est capable de le faire aussi à l'avenir pour des non-européens. Merci Benoît Hamon. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir, notamment sur la question de la langue? Monsieur Belen, vous en aviez parlé, là on vient de l'évoquer. C'est selon vous un frein majeur ou un obstacle facile à contourner? Je vais reprendre ce que disait Benoît Hamon, c'est que on peut raisonner en termes de logique de handicap, de manque, de frein, ou alors renverser, changer le paradigme. Mais je pense que vraiment la question de l'intégration des réfugiés peut permettre toujours de... Alors bon, il faut changer le regard, mais peut permettre justement de changer les paradigmes. Et profite pour le dire, je suis pas sûr d'avoir le temps, c'est que y a un enjeu de mon point de vue, c'est que les entreprises, pour atteindre leurs objectifs de profitabilité, soyons clairs, elles ont nécessité aujourd'hui de bouger, de changer de paradigme, et même dans les conditions de travail, même dans les process de production. Et la question des réfugiés, elle fait émerger toujours cette question-là. Et donc, pour revenir à la question de la langue, donc soit on le voit comme un frein, comme un manque, comme un handicap, ou alors on peut aussi considérer que le regard qu'on doit apporter, le diagnostic qu'on fait sur les personnes, c'est d'abord dans une logique de ressources. Quelles sont les ressources, quelles sont les potentialités Pour prendre un exemple, c'est quand on conduit une voiture, si on appuie sur le frein, on s'arrête. Par contre, il faut appuyer sur l'accélérateur pour avancer. Donc c'est un peu dans cette logique-là, toujours appuyer sur l'accélérateur pour que les personnes, elles avancent. Et donc effectivement, la question de la langue est une question à la fois simple et à la fois complexe. L'État réellement a fait un effort considérable et a multiplié par 2, voire par 3, le volume de cours de langue. Alors accessible aux personnes qui sont primo-arrivantes, c'est-à-dire qui ont un titre de séjour pour la première fois. Donc on est passé le standard aujourd'hui c'est 400 heures et ça peut aller jusqu'à 600 heures pour ceux qui ne lisent pas et n'écrivent pas. Et donc on n'est pas loin, 600 heures, c'est pas loin du volume qui est considéré par les professionnels comme le volume nécessaire. Ils considèrent que c'est 700, donc on n'est pas si loin que ça. Mais en même temps, quand on travaille sur la question je vais aller vite, sur la question de l'intégration des réfugiés, on s'aperçoit que la langue, elle est primordiale au sens de première. Et donc, il faut arriver à résoudre cette question-là. Et aujourd'hui, les politiques publiques, c'est de mon point de vue une des limites. Les politiques publiques, on n'arrive pas à être très performant. On est opérant, on est opérationnel, mais on n'est pas très performant. Et je crois que ça relève. Le préfet Régnier a fait une visite à Chartres, dans une usine qui fait des
du matériel agricole, et ils ont embauché une dizaine de réfugiés parce qu'ils n'avaient pas parce qu'ils n'avaient pas de recrutement. Et la question que l'employeur a mis en avant tout le temps, c'était d'une part la langue et d'autre part les aides que l'État peut lui apporter. Mais en fait, de mon point de vue, la formation professionnelle relève des entreprises. Et il y a un certain moment où les entreprises, si elles veulent atteindre leurs objectifs de profitabilité, alors il va falloir qu'elles prennent en charge cette question-là. Et en fait, c'est assez techniquement, et j'en arrête là, techniquement, c'est assez simple. Oui, il nous reste quelques minutes. Peut-être Élise Gignoux, alors, sur la question des freins, de comment les lever, mais vous, en tant qu'accompagnateur, en tant qu'entreprise engagée, est-ce que vous avez, j'imagine, tiré quelques enseignements de ces années de The Human Safety Net? Est-ce que vous voulez bien nous les partager? Quelques enseignements, oui. Alors, je rejoins la discussion qu'on a eue sur la langue. Je rejoins alors pour une entreprise comme Generali, et si on parle d'employabilité de personnes réfugiées en interne, c'est une question assez simple à résoudre. C'est-à-dire qu'on a quand même une diversité de métiers, et certains où la maîtrise de la langue n'est pas nécessaire. Et comme l'a dit Benoît Hamon, on est un groupe international, donc la maîtrise de plusieurs langues devient un véritable atout. Donc ça, c'est un frein, c'est une opportunité, c'est une façon différente de voir les choses. Ce que moi j'en tire comme conclusion, c'est que c'est un sujet, c'est peut-être une conclusion un peu tarte à la crème, mais c'est que c'est un sujet en tout cas qui mérite d'être traité collectivement, avec vraiment l'intervention de plusieurs parties prenantes, parce que les sujets sont complexes, les sujets sont multiples, et donc il faut avoir plusieurs regards et plusieurs personnes qui interviennent sur les sujets. Encore une fois, on travaille avec les mairies, les services municipaux, on travaille avec des associations, on travaille avec les services de l'État, etc. Parce que seul, ça devient quand même très très compliqué. Et puis j'ai envie de dire aussi, j'espère que l'on contribue à changer ce regard, à changer ce narratif, parce que avoir une telle fondation nous permet, ne serait-ce qu'en interne, de communiquer à plusieurs reprises, plusieurs fois par mois. Nos collaborateurs entendent parler de nos actions, de nos initiatives, et je crois que ça permet vraiment là aussi de changer les choses en interne. Donc voilà pour un sujet, pour une note positive là aussi en termes d'apprentissage. Merci beaucoup, Élise Gignoux. Raïs, j'ai une petite question pour vous. Enfin, c'est pas moi qui l'ai, c'est les internautes. J'espère que c'est pas difficile. Non, c'est pas difficile, mais la question est plus complexe qu'il nous paraît. On me demande de vous demander si c'est plus difficile d'entreprendre en France que dans votre pays d'origine, puisque vous venez d'une famille entrepreneuriale, donc Oui, c'est difficile. Mais la difficulté chez nous, quand on va entrer dans l'entrepreneuriat ou certaines étapes, il faut qu'on associe avec le régime. Et ma famille l'accepte toujours pas. Donc, c'est super difficile. Ici, 2 fois super difficile parce que le pays il est bien construit. Aucun secteur dans ce pays attend un réfugié de très très loin et vient pour porter des solutions. Et donc pour ça, nos jobs maintenant creuser dans droit où personne il a entré dedans. Vous voyez, donc je considère pas ça juste pour les réfugiés, même pour les Français à mon avis. Donc mais ici, à la fois, c'est très difficile pour certains freins, certaines étapes, mais aussi à la fois, je dis ça clairement, j'ai eu beaucoup de chance le fait que je suis réfugié. J'ai eu un accès à certaines bourses, un accès pour des programmes incubateurs gratuitement, un accès à avoir Generali, je pense. Même mon associé, il est bien français, il a pas d'accès comme le mien. Donc à la fois difficile, mais toujours il y a des bonnes personnes. Il faut qu'on le recherche. On le cherche plutôt. La force du réseau. Mais oui, la poésie administrative française, moi, continue de me surprendre. Merci beaucoup, Raïs.
Il y a une question qui est sans doute en réaction à ce que vous avez dit, Benoît Hamon. Et je la pose j'allais dire à vous tous. Avec la crise ukrainienne, y a-t-il des évolutions dans l'accompagnement des réfugiés? Donc, vous en avez signalé un à l'échelle européenne, mais peut-être que c'est... Alors, comme je ne lis pas dans les pensées de la tablette, mais est-ce que vous avez mis en place des choses particulières d'urgence? Est-ce que c'est un accompagnement qui est différent? En tout cas, je dirais que ça a accéléré certaines choses et ça a changé le regard là aussi. C'est terrible de dire ça, mais cette crise ukrainienne, c'est une opportunité de changer quand même le regard. Désolée de le dire ainsi. Mais en tout cas, pour nous, il est essentiel de n'apporter aucune discrimination de nationalité et notre fondation THSN, elle s'adresse bien à l'ensemble des réfugiés. Et c'est par exemple un dispositif qu'on a mis en place très rapidement avec Singa, qui fait un formidable travail d'accompagnement sur le terrain avec le programme J'accueille, pour aider les familles à accueillir des personnes réfugiées ou des familles réfugiées. Eh bien, on a mis en place en quelques semaines seulement, et pour un assureur, ça veut dire travailler avec les actuaires, travailler avec les marchés, travailler avec l'IT, travailler avec la distribution, etc. Et c'est pas si simple. Et en 2-3 semaines, on a pu développer une offre spéciale qui consiste à offrir 3 mois gratuits pour tout client généralier qui accueille un réfugié, 3 mois gratuits pour l'assurance habitation, l'assurance responsabilité, l'assurance vie scolaire, si la personne réfugiée vient avec des enfants. Donc je dirais en tout cas que la dimension positive, c'est ce changement de regard, et on peut comme ça de façon très concrète, très opérationnelle, faire bouger les lignes comme ça et proposer ce type d'offre, et encore une fois à l'ensemble des personnes réfugiées et pas seulement des personnes ukrainiennes. Monsieur Belen, vous vouliez réagir? Bon, éventuellement, je peux rajouter qu'effectivement, l'accueil des Ukrainiens a entraîné un élan de solidarité qui est vraiment considérable. Hein, au niveau des... Bon, je ne vais pas raconter d'anecdotes, on n'a pas le temps, mais moi, il y a des boîtes qui m'ont appelé directement en me disant on est prêt à accueillir et à employer des Ukrainiennes, puisque c'est des Ukrainiennes, et on prendra tout en charge. Donc, il y a un élan de solidarité qui est extrêmement fort. Alors, évidemment, ça renvoie à la question, on accueille les Ukrainiens, Ukrainiennes parce que il y a une proximité, ce qui est aussi réel. Mais de mon point de vue, en tout cas, c'est comme ça que moi je considère cette question-là, c'est que la solidarité avec les Ukrainiens et Ukrainiennes doit être préfigurateur et montrer que l'accueil est possible et nécessaire. Et pour en terminer, je pense que ce sera ma dernière prise de parole, c'est sur une question singulière, remonter aux questions universelles. Et l'intégration des réfugiés, elle fait remonter la question universelle. Merci beaucoup, Monsieur Belen. Et il nous reste 2 minutes pour finir ce webinaire. Le temps passe vite. Benoît Hamon, je crois que vous vouliez prendre ma place et poser une question à Raïf. En fait, la question que je me posais en écoutant Élise à l'instant, c'est que c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille que Singa travaille avec THSN. Ce qu'a fait Generali en décidant d'offrir 3 mois d'assurance gratuite à une personne qui accueille un réfugié. Nous, on a un programme qui s'appelle j'accueille.fr, que connaît bien Generali. C'est symboliquement tout à fait important, parce que ça veut dire qu'un expert du risque vous dit accueillir une personne réfugiée n'est pas un risque, c'est une opportunité. C'est assez important. Alors, pour nous, c'est essentiel. Non, en fait, la question que je voulais poser à Élise, du coup, ça peut être le mot de la fin, c'est est-ce que vous pensez que une décision comme celle-là eût été possible avant de faire tout ce que vous avez fait avec des organisations comme Singa et d'autres, etc., avant que THSN s'engage sur plusieurs années? Est-ce que ce changement qui dit j'implique mon réseau commercial, je fais de la publicité et j'implique ma marque de manière là quand même très engageante, est-ce que finalement c'est pas un des effets collatéraux positifs de cet engagement dans le temps qui a été celui de THSN? Si c'est le cas, nous, c'est une joie pour nous, parce que ça veut dire qu'on a eu aussi un peu d'influence. Mais c'est voilà la question que je voulais poser à Élise. Oui, non, tout à fait. Moi, je suis convaincue que même sans cette horreur de conflit, c'est la suite logique.
Voilà. Et c'est effectivement depuis 5 ans, en étant engagée dans cette fondation, maintenant, moi, mon objectif, parce que je suis aussi directrice développement durable chez Generali, et mon objectif, c'est d'intégrer ces questions-là à notre business model, de réfléchir nativement à nos solutions, nos produits d'assurance, comment on intègre cette dimension de durabilité, de diversité, d'équité, d'inclusion dans nos solutions. Et donc, moi, je suis assez convaincue que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a appris en marchant, on a été vraiment dans l'innovation sociale, et le travail que l'on fait avec Singa, avec Each One, etc., permet de maturer les esprits, permet d'avancer dans le bon sens. Merci beaucoup, Élise Vignoux. Merci à tous. C'est la fin de ce webinaire. J'ai été heureuse de passer 1h15 avec vous pour répéter au fil du temps que les réfugiés sont une chance pour la France. J'espère que vous êtes encore plus convaincus qu'il y a 1 heure, et je vous remercie tous et toutes pour votre participation. Merci.